Never when you talk dirty. On est tous allés voir le film ensemble en avant-première. On est toujours curieux d'aller voir un Turc, même là, si on savait que ça allait pas être un Tsuyark, puisqu'il partage la réal avec d'autres, comme il l'a déjà fait avant dans d'autres films. Hein. Ça, c'est pas une nouveauté. Mais c'est vrai que j'étais quand même un peu surpris qu'il se retrouve sur ce truc-là, alors que c'est pas comme si Détective D, c'était des bides, qu'il avait fait des films qui fonctionnent. Bon. Là, je crois que maintenant, tu as une espèce de truc de bon, si tu veux travailler, au bout d'un moment, il va falloir avoir l'aval du comité pour pouvoir faire des films. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, Ah non, j'ai failli dire salut, c'est le camarade Yannick Dan. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui on s'attelle à la plus célèbre maxime de tous les politicards en puissance qui veulent te la mettre à l'envers, te faire avaler la pilule ou les couleuvres, c'est au choix, voire te faire prendre des vessies pour des lanternes avant de jouer les vierges effarouchées qui défendent leurs valeurs, la main sur le cœur et la bite en tête chercheuse, à savoir l'inénarrable, plus c'est gros, plus ça passe. Et ouais, à l'heure où les acteurs de la guerre en Ukraine te racontent de la merde de part et d'autre, où l'Indo-Pacifique vrille en narratif belliqueux et où l'épouvantail de l'effondrement économique se refile de souffre-douleur en bouc émissaire, fallait pas croire que le cinéma serait délaissé comme magnifique instrument de propagande, même s'il s'assume plus ou moins frontalement en fonction des pays. Mais avec la Chine, qui prépare le terrain depuis de nombreuses années, vampirisant certains cinéastes rebelles de Hong Kong depuis la rétrocession et allant jusqu'à censurer rétrospectivement son patrimoine cinématographique, on ne joue pas les snakes, on y va franco, on assume le nationalisme revanchard, et c'est tellement haut que je n'arrive plus à lire la phrase suivante. On ne joue pas les snakes, on y va franco, on assume le nationalisme revanchard et on fait tout pour préparer le peuple à une glorieuse victoire de la lueur venue de l'Est. La preuve une nouvelle fois avec la sortie en Blu-ray du plus gros carton de l'histoire du cinéma chinois, la bataille du lac Changjin, surnommé Heroes chez nous, ce qui en dit d'ailleurs tout aussi long sur la façon dont on appâte le chaland à l'ouest de la ligne de front. Un pur film de propagande donc, commandé semble-t-il par le comité central et pour couronner le tout, sorti à l'occasion du 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Vous pourriez de facto vous en battre les glaouis, même si le film a finalement des vertus que la vertu réprouve, mais il reste néanmoins un objet intéressant à scruter en raison de la présence parmi les 3 réalisateurs convoqués pour exécuter la chose, du plus grand cinéaste asiatique des 40 dernières années, à qui l'on doit des chefs-d'œuvre comme Zou, Il était une fois en Chine, The Blade, et j'en passe. Je parle bien sûr du monumental Tsuyark. C'est la première fois qu'on est face aux Américains. On peut pas crever sans rien faire! Lâchez rien! Allons-y! On ne peut pas les laisser passer. On doit les arrêter. Je vais t'envoyer en enfer! Allez, Jacques Martin. Jacques Martin présente la bataille du lac Changjin. Tu vois, moi j'ai pris un accent encore pied noir. Faut que j'arrête. Avec un budget monstrueux, des milliers de figurants, une avalanche de VFX plus ou moins dégueu, mais plus souvent dégueu, et des scènes de guerre aussi titanesques que bordéliques, la bataille du lac Changjin raconte un des épisodes les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale, quand la Chine mit en déroute l'armée américaine pendant la guerre de Corée, préfigurant ainsi une division du pays qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Une grande victoire à célébrer unilatéralement donc pour un film qui voudrait rivaliser avec les plus grandes fresques guerrières du 7e art, mais sans grand questionnement moral à dérouler et avec l'objectif central de véhiculer au premier degré un patriotisme vertueux, matiné d'héroïsme sacrificiel. Et là, ils sont quand même, depuis un certain temps, en mode, mais à la limite, c'est ça que je ne veux pas dire que je respecte, mais qui ne me choque pas au final, c'est que c'est totalement assumé. Parce que là, on parle de la bataille du lac Changjin, mais on parlait de Wolf Warrior 1 et 2, qui étaient déjà des trucs... Alors le 2, il est
Il est incroyable avec le super soldat chinois qui va en Afrique et tous les Africains, ils sont super copains avec la Chine. Enfin, t'hallucines. Enfin, ça va à un point, mais c'est complètement assumé. Et d'ailleurs, le gouvernement le dit, Xi Jinping le dit, le nationalisme, le patriotisme, le socialisme sont indissociables et on doit absolument poursuivre ce truc-là. Je préfère des fois regarder un truc qui me dit cache dès le début son intention que l'hypocrisie idéologique qu'ont nombre de films américains où sous couvert d'être oh là là universel, gentil tout plein, te véhiculent des trucs de connards eux aussi. Donc là-dessus, c'est quand même intéressant de voir ce film, ne serait-ce que pour avoir, pour une fois, une perspective différente. Mais je dis, c'est pas nouveau, et je le fais pas à cause de la guerre en Ukraine ou de ce qui pourrait potentiellement se passer à Taïwan. Moi, déjà, dans mon P Frisson, il y a plusieurs années, j'évoquais des films russes qui me faisaient rire parce que c'était des actionneurs pétés de thunes, ultra-nationalistes, ultra-racistes, qui avaient des films mais ultra-racistes, mais qui étaient drôles à regarder pour voir un petit peu un autre point de vue, comment ça se regarde de l'autre côté, et c'est toujours intéressant. Et puis, même si c'est difficile, parce qu'aujourd'hui on mélange tout, et puis on est tellement dans l'invective rapide que parce que c'est russe, eh ben, ça doit être banni. Bon, tu vois, l'absurdité d'aller ostraciser des acteurs russes alors que les pauvres ils sont pas responsables de ce qui se passe. Bon, ben c'est la même chose avec les films. Alors tu peux tout jeter dans un même panier et avoir ton espèce de petite conscience en étendard tranquille et dire ah non, tout ça c'est gna. Ou alors, au bout d'un moment, t'essayes de faire la part des choses, même si tu ne nies aucunement la nature de ce dont tu parles. Donc, je le dis clairement, on est dans un film propagandiste. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah tiens, à travers une œuvre guerrière, une fresque militaire avec plein de figurants, comme les Russes en ont fait, comme les Américains en ont fait, c'est intéressant de voir là où ça fonctionne, là où ça pêche. Bon, je dis juste que des fois, avant de s'aventurer dans la vindicte, il est bien de se regarder dans un miroir. Pour ce faire, et sans trop se poser de questions sur le scénar et sur le cinoche en tant que langage, on verra ça plus tard, vas-y qu'on te compile de la resta récupérée à tous les étages. Aux commandes, pas moins de 3 réals, vu qu'une suite tout aussi longue et intitulée Watergate Bridge a été tournée back-to-back. Chen Kai-che donc, réal d'Adieu ma concubine et chouchou has-been des festivals occidentaux. Dante Lam, grosse péripatéticienne hongkongaise adepte d'actionneurs foireux et de comédie pétée qui se prend pour le Michael Bay du pauvre. Et évidemment, le génial Tsuyark, dont on se demande ce qu'il fout là, vu le succès de ses précédents films, mais peut-être a-t-il reçu une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Et au casting, l'incontournable Bu Jing, artiste martial exceptionnel et ancien bad guy attitré qui se fritait d'ailleurs Donnie Yen, Jet Li, Sammo Hung, avant de ranger ses coups de savate pour prendre la mitraillette et devenir à lui seul, depuis le carton de Wolf Warrior 1 et 2, l'allégorie du soldat patriotique voué corps et âme au destin lumineux de son pays. Bon, vu le parti pris idéologique de la chose, on pouvait se douter que le scénar ne casserait pas 3 pattes à un canard. Malgré la volonté de peindre de manière stratégique les différentes étapes du conflit, sans se priver d'opter par instant pour le point de vue ricain, on a droit à du jeté de peinture plutôt qu'à de la calligraphie. Soldats à l'intégrité et au courage exemplaire, corps d'armée solidaire à la camaraderie joyeuse, Mao Zedong, en père de la nation bienveillant et mignon tout plein, MacArthur humilié derrière ses lunettes de kéké, et au milieu de tout ça, une ch'tite, mais alors une ch'tite histoire, entre le héros et son petit frère, que le premier ne veut pas voir au front, mais qui ira quand même, parce que putain, faut pas déconner, faut aller se battre pour son pays, bordel. Je vais pas dire que c'est une grande réussite, dans le sens où scénaristiquement, même un film ultra-patriotique ricain, on en parlait tout à l'heure, a toujours une espèce de propension à te dire « Bon, la guerre, c'est mal, les horreurs de la guerre, mais bon, tu t'es battu pour ton pays, et c'est bien !» Bon, il y a toujours quand même cette tentative de dire que la guerre, c'est mal. Là, les mecs, je te rappelle quand même, c'est une des batailles, mais je crois, statistiquement, c'est une des batailles les plus meurtrières qu'il y ait jamais eu, avec des milliers de mecs qui sont morts, avec des problèmes d'endurance, de froide, ils gelaient tout, enfin, c'était l'enfer. Tu le vois un petit peu dans le film quand ils gèlent, mais t'as l'impression qu'ils s'en battent les couilles parce que c'est pas important par rapport au drapeau et au pays, tu comprends? Et donc c'est assez. C'est surtout que dans ce cas spécifique, en fait, ils mettent ça en comment dire. En parallèle avec ces cochons d'impérialistes américains qui bouffent des burgers et des oui, bah, déjà l'opposition et des côtes de bœuf alors qu'eux ils ont un sneakers. D'accord, l'opposition elle est caricaturale, même s'il y a des tentatives par moment quand tu vois les ricains de se la jouer, genre allez un peu plus réaliste avec, mais bon ça reste dès que tu vois arriver de toute façon avec le plan sur les pieds qui remonte en mode machiavélique sur MacArthur, ensuite tu te dis t'as compris le truc, mais après ils auraient pu évidemment
à travers la camaraderie, qui sont des codes, hein, la camaraderie, l'héroïsme, le courage, avoir des trucs un peu plus intéressants que ce côté très infantile quand même du scénario, avec le super soldat qui va voir son papa et sa maman qui pensaient qu'il allait rentrer à la maison, mais non, mais son devoir l'oblige à repartir au combat, et son petit frère, non, tu es trop jeune, mais quand même tu vas y aller, et Mao Zedong, que t'as envie de dire, mais j'ai super cool Mao Zedong en fait, mais génial le mec, j'adorerais en prison comme ça, enfin, bref, du old school basique dont on pourrait facilement se moquer, mais on ferait mieux de pas trop jouer les connards narquois, parce qu'on s'est tapé la même logique pendant 50 ans de cinoche ricain, qu'on l'a kiffé, et qu'on la kiffe encore d'ailleurs, vu le carton cosmique d'un certain film avec des gros navions. Et si l'on dépasse, je sais, c'est pas facile aujourd'hui, la dimension propagandiste du film, on peut même voir dans cette simplicité des vertus de notre âge, le courage, l'abnégation, le sens du sacrifice, que des gros mots, une des raisons qui nous ont fait aimer le cinéma populaire, et qu'une grande partie du cinéma américain a désormais remisé au placard, au profit d'une flagellation névrotique de ces mythes à laquelle seuls les super-héros échappent, encore que parce qu'ils ne sont plus humains. Mais même si le film a 12 milliards de défauts narrativement et visuellement en termes de mise en scène, il arrive quand même à certains moments, mais parce que c'est des mécaniques auxquelles on est super habitué, c'est des codes d'émotionnel, des codes de micro-mécanique narrative, du mec qui va auquel tu t'es attaché, puis qui finalement va être dans une situation difficile, puis tu te dis il va mourir, et puis ça soude le reste du groupe, enfin bon, tout plein de trucs qu'on a vu plein de fois, mais qu'on ne voit quasi plus. On en a parlé tous les deux, je pense que c'est une des raisons du succès au-delà de la nostalgie de Maverick, et que moi j'ai kiffé dans Maverick, c'était vraiment retrouver des choses qui sont plus grandes que nous, qui sont factices, qui sont peut-être hypocrites, qui sont peut-être cyniques dans la fabrication, peu importe, mais qui en tout cas, bien montées, bien mises en scène, bien écrites, peuvent fonctionner à certains moments et te faire ressentir des émotions qui sont les émotions avec lesquelles nous, on a grandi pendant 40 ans de cinoche. On a vu énormément de films populaires américains qui assumaient complètement des valeurs d'héroïsme, de courage, de quelque chose qui nous faisait rêver, entre guillemets, même si c'est pas forcément l'unique but du cinéma. On en parlera d'ailleurs avec d'autres sujets. Mais dans celui-là, ces instants, tu les retrouves, qui sont alliés aussi à une belle musique lyrique par moment. Donc t'as une belle musique, t'as des mecs qui vont aller au sacrifice, t'as des exploits qui sont créés pendant la scène d'action, qui fonctionnent, qui sont cool, et puis t'as aussi cet autre côté Santiep des Asiates quand ils font un film, c'est-à-dire si c'est méga vénère, ça doit être méga vénère. Il y a des passages qui sont ultra violents et qu'on verrait plus jamais aujourd'hui, enfin très peu aujourd'hui, dans un film de gamin américain. Il faut remonter au Soldat Ryan pour avoir un truc qui est et là on n'est même pas dans l'ultra-réalisme, on est dans le fun presque, tu vois ce que je veux dire, on est dans le fun de l'action un peu gore par moment, quoi. Mel Gibson aussi avec... Mel Gibson, bien évidemment. Mais où Mel Gibson arrive à faire ce truc où ça a à la fois du sens et à la fois c'est jouissif, qui est intéressant. Là, ils sont dans un peu le spectaculaire racole, quoi, en fait. Et ça se voit, au-delà de sa propagande, il y a donc par moment du lyrisme qui fonctionne, de l'héroïsme qui galvanise, du plus grand que soi qui pourrait être louable s'il n'était le passe-plat de nationalisme imposé. En revanche, et c'est le problème majeur du film, la mise en scène n'appuie que rarement la dimension épique à laquelle le film aurait pu toucher. Ce qui est une évidence quand on carre 3 réals aussi antinomiques au sein d'un même film, qui finissent par torcher un gloobie-boulga scénographique où, en particulier dans la bataille finale, on ne comprend plus rien à ce que font les Chinois, les Américains, où ils se trouvent et comment ils s'en sortent. En fait, il faut préciser que c'est un film extrêmement spectaculaire, c'est-à-dire l'argent, il est à l'écran, quoi. Ah mais grave, mais ils ont mis un... Mais alors, d'ailleurs, quand je dis il y a une outrance des effets des VFX, c'est ce qui en rend une certaine partie dégueu, c'est parce qu'il y en a trop, enfin, ils ont mis un pognon, mais t'es hallucinant, tu peux pas avoir une scène de flotte ou une scène de militaire sans que t'aies un plan large avec des milliers de mecs, des explosions partout, en plus, avec des VFX dans certaines scènes, et puis du réel dans d'autres. Moi, j'ai un peu halluciné quand j'ai regardé la featurette sur la bataille finale de la bataille du lac Changjin, que j'aime pas parce que je la trouve scénographiquement complètement bordélique. Mais putain, tu vois les featurettes, mais les mecs, ils font tout péter, mais réellement, avec réellement des milliers de figurants, il y a pas de VFX, donc... Ça aussi, ça joue dans la valeur ajoutée du film, dans ces trucs qu'on ne voit plus au cinéma aujourd'hui, où t'as du VFX, et d'ailleurs, je trouve que ça dessert
tu vois, le générique en VFX, les plans larges avec les bateaux, tout ça. Je trouve qu'au bout d'un moment, t'en as trop et ça dessert finalement l'ampleur que t'as du tournage réel dans d'autres scènes qui, là, pour le coup, est par moments réellement impressionnant. Un vrai bordel, appuyé plus encore tout au long du film par des artifices propres à chaque cinéaste qui confrontent et mêlent leur style de façon incohérente d'une scène à l'autre, avec parfois des évidences sur le responsable d'une séquence et parfois l'impossibilité de savoir qui a réalisé quoi. Entre une caméra virevoltante pour rien, qu'on doit sans doute à Dante Lam, de l'action vénère et stylisée qu'on impute peut-être à tort à Tsuyark, et de l'establishing sans risque qui siérait bien à Chen Kai-che, difficile de savoir et surtout difficile de regarder le film sans se faire mal aux yeux. Moi, je trouve aberrant, t'as l'impression, en fait, si tu veux, qu'on a pris 3 réals pour des raisons fondamentalement simples, en fait, qui sont au-delà de ce qu'il filme. Tsuyark, parce qu'il est connu comme étant probablement le meilleur réalisateur asiatique de Hong Kong depuis 40 ans, et que le mec, il a fait des blockbusters, il a géré des effets spéciaux, il sait faire. Dante Lam, même si c'est vraiment un yes man, c'est-à-dire c'est un faiseur, il a quand même fait récemment de nombreux films militaires qui mettaient déjà en avant la République populaire de Chine. Et à côté de ça, t'as Chen Kai-che qui est un petit peu la caution auteur noble du truc. Donc en fait, tu sens qu'il y a déjà un cynisme un peu dans le choix des trucs, mais t'as l'impression qu'ils se sont pas accordés. Alors si, il y a des moments, effectivement, on n'est pas capable de savoir qui a fait quoi, mais parce que il y a quand même une outrance, enfin un abus outrancier de VFX, je vais appeler ça des establishing, tu vois, c'est-à-dire les grands plans larges avec des explosions partout, des tanks partout, où n'importe quel mec de VFX peut l'avoir fait, où tu peux pas identifier ça au mec. T'as des scènes, on s'en rappelle encore, une espèce d'ahurissant plan séquence avec des accélérés, des ralentis, une caméra qui virevolte dans tous les sens. Tu sais très bien qu'un Tsuyark filmerait jamais un truc comme ça. Tu dis Chen Kai-che, c'est pas sa cam, donc c'est forcément Dante Lam qui le fait. Mais c'est en rupture avec la scène du village où des mecs se fight dans un espace clos où tu dis bah ça correspond plus à Tsuyark. Après j'ai essayé de regarder des featurettes. Alors que t'étais en chinois, j'ai rien bité à ce qu'ils se disaient, mais j'ai vu des featurettes chinoises où tu les vois sur le plateau. Alors ça permettait c'était intéressant, parce que ça permettait de voir à quel moment, tu vois, alors, par exemple, tu vois effectivement Tsuyark dans la scène du village, qui orchestre ça, qui est la meilleure scène du film, la meilleure scène d'action du film. Et puis c'est flagrant. En fait, voilà, et la plus vénère aussi. Mais il a participé aussi à plusieurs moments, tu sais, où ils sont dans la neige, coincés, en attente de pouvoir évoluer, et tout ce que tu veux. Donc il a fait ces scènes-là aussi. Par contre, dans les featurettes, j'ai pas vu Dante Lam filmer d'autres trucs, donc je peux pas savoir, mais il y a des choses, tu te doutes un petit peu. Reste que, malgré le chaos absolu de sa mise en scène, le message voulu par le comité central est passé, et bien passé. Le film étant un carton intergalactique qui galvanise son audience, à l'heure où on la prépare à des événements bien réels cette fois, je ne sais pas vous, mais soudain, je suis moyennement rassuré. C'est pas mal. Donc c'est un film que je peux pas décemment dire aux gens, allez, courez le voir, parce que il faut être un fan de Tsuyark comme on peut l'être pour aller scruter ce qu'il y a de lui là-dedans. Et puis, beaucoup de gens sont drivés aussi par leur indignation politique et leur croyance. Et ce sera un frein immédiat d'avoir un film aussi ouvertement de propagande. Mais pour, je pense, tout cinéphage qui se respecte, c'est intéressant d'aller regarder ça en tant que fresque militaire, en tant que narration ultra old school, avec des choses qui marchent dedans. Mais c'est furtif, c'est épisodique. Globalement, c'est quand même un gros pâté bordélique. Il faut quand même le reconnaître. Même si j'ai pas eu vraiment de déplaisir à le regarder. Moi, j'ai passé, je sais plus combien de temps il durait, 2h30 3 heures. Moi, je me suis pas emmerdé en le regardant. J'ai été déçu par plein de choses, mais je me suis pas ennuyé et c'est déjà pas mal. Voilà la séance. Non, la séance. Voilà la séance Yannick Dan. Bon, voilà la minute Yannick Dan, c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez aussi voir cette émission en podcast et tout est expliqué dans la description en dessous de la vidéo. Comme d'habitude. Comme d'hab, c'est ce qu'on dit, je commence à masteriser. Voilà, je vous dis donc rendez-vous la prochaine fois. On va parler cette fois d'une série télé, mais pas une série télé d'actu, une série télé qui est sortie il y a 2 ans. Je réserve la surprise, mais que j'ai découverte moi maintenant et qui est une clacasse dans sa gueule. Ça méritait vraiment qu'on en reparle. Voilà, sur ce, à la prochaine.